Je vous parlais donc de cette décision de l'alcool à Paris. Ce qui est terrible dans les décisions qui sont prises, c'est pas tant cette décision qui sont prises ou qui est prise, c'est celles qui ne sont pas prises. Voilà. Et on a toujours l'impression aujourd'hui que les choses importantes sont pas ou peu traitées et qu'on est sur des choses, est-ce un peu de com. Pensez vraiment que les hôpitaux sont saturés? C'est en enlevant la bière ou l'alcool entre 18h ce soir. 18h ce soir, c'est-à-dire que tu peux acheter à 17h55, mais à 18h, tu n'as pas le droit d'acheter d'alcool. Jusqu'à 7h demain matin. Bon. Ah, mais il y a le match ce soir. Le match, oui. Oui, non, mais j'ai bien compris. L'idée, c'est quand même aussi de prévenir les abus d'alcool. Voilà. Mais je vais vous dire, infantiliser. je vais vous dire ce qui est terrible, c'est que allez vous balader ce soir, ce ne sera pas respecté. Bien sûr. C'est ça le pire. Évidemment. Donc c'est un État qui est d'une faiblesse XXL et qui ne fait que montrer sa faiblesse. Je ne sais pas si ça ne sera pas respecté, parce que pour les magasins, attendez. J'espère que les policiers ont mieux à faire. Mais qu'il y ait des gens qui consomment de l'alcool, Olivier de Lagarde. Vous pouvez me regarder avec cet air-là, qu'il y ait des gens qui consomment de l'alcool ce soir, c'est à peu près certain. Ah oui. Que des magasins s'autorisent à vendre de l'alcool alors que c'est pas permis, ça, s'ils se font choper, c'est une fermeture administrative. Non mais moi, ce que je trouve le plus important à relever, c'est la façon avec laquelle c'est annoncé. C'est annoncé de manière tout à fait anodine, au détour d'un point presse du préfet, au fait, demain, voilà, l'alcool, c'est la prohibition à Paris, demain, pendant une soirée. Donc, je vous assure, le Covid est passé par là. Bien sûr, Moi, j'ai ça a pas créé un précédent. Je n'ai pas souvenir Bien sûr. d'avoir, en France, entendu un préfet interdire la consommation et la vente d'alcool à partir Ah bon ? À partir de 12h ? À partir de... D'abord, je ne sais pas qui... Alors, tu peux aussi boire dans les cafés et dans les bars, donc ça veut dire quoi de ne pas boire d'alcool à partir de 12h en fait, pas à Paris dans un supermarché, et en clair, aller sur les quais de Seine et boire de l'alcool à ce Moi, je moment-là. me C'est ça souviens l'idée, que en fait. pendant l'Euro de foot ou la Coupe du Monde, la consommation d'alcool était souvent interdite dans les environnements des stades. Oui, autour des stades, ça arrive. Oui, non, mais mais là, c'est dans Paris. Et alors, mais pas à Boulogne. Pas à Neuilly. Ah, mais ensuite... Qui jouxte Boulogne, qui jouxte Paris. Enfin, tout ça, C'est inapplicable. mais c'est inapplicable. On passe Je vous assure, c'est inapplicable. Ça n'a aucune cohérence. On passe son temps à créer des normes ou des directives qu'on ne peut pas appliquer. Mais évidemment. C'est ça le problème. Parce qu'en faisant ça, évidemment, on déconsidère les normes, on déconsidère les directives. Bien sûr. Et puis, je note quand même que la raison invoquée pour ces décisions, c'est quand même la même que pour le Covid. Hein. C'est les hôpitaux saturés. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le Covid, les hôpitaux, malheureusement, visiblement, n'ont pas Rachel Kahn est là. les mesures nécessaires pour éviter d'être Je saturés. vous dis, moi, Et là, c'est j'ai pensé immédiatement au Covid. Bien sûr, tout le monde, je pense. Tout le monde a pensé au Covid. Et surtout, c'est tellement grotesque. Puisque je le répète, à Boulogne, tu peux consommer et boire de l'alcool et un mètre plus loin, ou ici les Moulineaux, tu peux, mais pas à Paris. Enfin, c'est grotesque. Regardez la... Où tu fais, je sais pas, où tu fais toute la région Île-de-France, ou j'en sais rien, mais tout ça est grotesque. Mais bon, c'est pour ça que c'est très révélateur de l'époque. C'est-à-dire que tu n'interviens mal que sur des choses qui sont des détails. Et les choses essentielles, là, il y a un truc qui se passe avec les gosses, hein. Les gosses, si vous ne les prenez pas en main, c'est une bombe à retardement, a dit Stanislas Godon hier. C'est une bombe à retardement. Donc là, c'est des mesures... on peut avoir des mesures radicales. Les gosses, on les prend tous, 12, 13, 14 ans, et maintenant, on les met, pourquoi pas, dans des unités qui vont... on appelait ça comment dans le temps ? Maisons de redressement. Des maisons de redressement, etc. Là, on est sur un truc... À Saint-Brieuc, il y a un jeune homme de 10 ans, en fait, il en a 14 sans doute, qui est arrivé sur le sol de France, tu ouvres encore le capot, il a violé une femme de 22 ans. Il est arrivé sur le sol de France, on lui a demandé quel est ton âge. Il a dit 10 ans, il en a 14. Ils ont fait, bon, sur l'honneur. Mais enfin, c'est ce qu'on découvre, c'est invraisemblable. Dans tous les domaines, tous les jours, on découvre des choses, mais invraisemblables. Sa mère l'a renvoyé de Kinshasa à Saint-Brieuc. Il est arrivé pour rejoindre son père. Il rentre comme ça, il a 10 ans, il en a 14, il viole. Je veux dire, continuons, hein. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est de pire en pire. On était avec Stanislas Godon, il nous a dit que 99% de tentatives d'homicide en plus en 10 ans. 99% de tentatives. Et vous aviez monsieur Éric Dupond-Moretti qui parlait de sentiment de sécurité et Emmanuel Macron qui dit brainwash. 99%. Ce n'est que le
début. Toute statistique confondue sur la criminalité, c'est de l'ordre d'à peu près 20%, celle qui est imputable aux mineurs. C'est-à-dire qu'un crime ou délit sur 5 en France, c'est un mineur qui en est l'auteur. Vous voyez donc le fléau que ça représente. Donc tout ça pour dire que ça, c'est dérisoire. Donc les vrais sujets ne sont pas traités. Et ça fait 15 ans qu'on le dit. Hein. Mais évidemment. 15 ans. Mais parlez au... Le docteur Maurice Berger, ça fait 15 ans qu'il alerte. Mais parlez au... J'ai relu un entretien ce matin qu'il avait accordé à Paul Sugy dans le Figaro en 2019. Oui. Tout est écrit, ce qui se passe aujourd'hui, tout dans les détails. Il y a quelque chose, d'ailleurs, à l'instant, je viens de le découvrir et j'ai demandé à Héloïse Hertray peut-être de l'imprimer. Il y a un papier absolument incroyable dans le Figaro Magazine qui sort à l'instant, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, les 50 décisions qui ont coulé la France. Comme ça. Ça s'appelle le suicide français. Hein. Éric Zemmour a écrit ça il y a 10 ans. Ça me fait sourire. Hein. Bon. Dans un rapport inédit, l'Institut Thomas More dresse l'inventaire des décisions politiques qui ont mis la France à genoux. Chute du niveau scolaire, 35 heures, chômage, déficit, dette, insécurité. Et si le déclin français avait pu être évité ? Bah oui, en fait, il aurait pu être évité. Il aurait pu. Et alors, les 10 dernières années, là, ça a été... Moi, je croyais que la cerise sur le gâteau. Rachel Kahn. Matin, on était plus en joie, mais finalement. Non, mais pardon pour mon retard. On n'aura pas. Mais je vous. Bah oui. Non, mais. Alors, alerte sanitaire. Je voulais vous montrer effectivement parce que les hôpitaux, on découvre dès qu'on a un souci, on découvre la France. C'est-à-dire la tiers-mondisation de ce pays. Je ne peux pas dire autre chose. Tancred de Guillotel. Avec la canicule, les services sanitaires sont de plus en plus sollicités. Au niveau national, les autorités observent une multiplication par 4 des passages aux urgences pour des raisons liées à la chaleur. Pour faire face, le gouvernement a déclenché le niveau 3 du plan Orsan, le plus élevé. Dans les hôpitaux, il permet notamment de renforcer les effectifs et d'adapter l'activité. Moi, ce qui m'importe en tant que ministre de la Santé et ce qui doit tous nous mobiliser, soignants ou dans le système de santé, c'est de prévenir un excès de mortalité. On sait que chacune des canicules entraîne un excès de mortalité. On sait aussi que les mesures de prévention permettent d'éviter des décès. Selon le cabinet de la ministre de la Santé, 25 arrêts cardiaques ont été recensés à Paris mercredi, contre moins de 10 habituellement. Emmanuel Grégoire, le maire de la capitale, reconnaît une augmentation de la mortalité. Il appelle à la prudence et à adapter son quotidien. Les profils sur lesquels nous avons une alerte, ce sont les profils de personnes de 50 à 70 ans qui ne souffrent pas particulièrement de problèmes de santé, mais qui continuent à vaquer à leurs occupations habituelles comme si tout allait bien et on ne change rien. Ce sont eux, nous disent les pompiers, qui sont aujourd'hui, font les crises d'hyperthermie qui peuvent conduire jusqu'au décès. Ce vendredi, 61 départements sont toujours maintenus par Météo France, en vigilance rouge canicule. La bonne nouvelle, quand même, on l'a dit, c'est que ça s'arrête à l'ouest plutôt aujourd'hui, et à demain, il fera encore très chaud. Dans l'est, c'est jusqu'à mercredi pour les régions tropicales. Mais là, par exemple, si on regarde les températures annoncées, par exemple, à Paris, aujourd'hui, il y a encore 37, demain, il y a 36, dimanche, il y a 30, et lundi, il y a 26. Il faut quand même tirer notre chapeau à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les écoles. Bien sûr. Parce que, franchement, ils travaillent dans des conditions très, très difficiles. Et on dit que ça tient, mais ça tient en grande partie grâce à eux, parce que c'est leur mobilisation, ceux qu'on applaudissait à 20h pendant le Covid, qui en fait sont toujours mobilisés, qui voient que les choses n'ont pas tellement évolué. C'est ça aussi qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on ne tire pas les leçons de toutes les crises. Alors il y a sans doute des évolutions qui ont été réalisées dans certains endroits, mais on est quand même le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, je crois, et pourtant les services publics sont dans un état déplorable. Donc il y a quand même un sujet d'être un inspecteur des travaux finis, si vous dites ça. Hein. Ben oui, j'ai vu. On n'a pas le droit de critiquer. Ah ben non, mais en fait, on n'a plus le droit de critiquer qu'il y a eu un manque d'anticipation réel depuis 2003, même s'il y a eu des choses qui ont été faites. Oui. Mais on voit bien le résultat. On n'est pas capable de traverser une période de quelques jours de canicule, parce qu'on n'est pas équipé. La seule chose de positive, c'est qu'on n'entend plus personne dire qu'on a le meilleur système de santé au monde. Parce que pendant longtemps, c'était cette ancienne qu'on répétait à l'envie. Et depuis le Covid, du coup, tout le monde s'auto-congratulait, merci beaucoup, sur la sécurité sociale, l'hôpital, c'était merveilleux. Là, on voit que... Mais monsieur Le Cornu... Quand on va aux urgences, par exemple en Italie, on a une surprise, parce que ça nous était dépeint comme un système de santé à volo, et vous tombez sur, c'est arrivé, un système de santé extrêmement performant.
Je veux être aussi très clair, a dit effectivement Monsieur Lecornu, et je rebondis sur ce que disait à l'instant Georges. Je veux aussi être très clair face à ceux qui, depuis quelques jours, se transforment en inspecteurs des travaux finis et expliquent que la puissance publique n'aurait rien fait pour adapter le pays au changement climatique. Des écoles ont été rénovées, des cours ont été végétalisés, des espaces publics ont été désimperméabilisés, des plans de prévention ont été renforcés, des réseaux d'eau ont été modernisés, des établissements accueillant des personnes fragiles ont été adaptés. Dire que rien n'a été fait revient à nier le travail de milliers d'élus et d'agents publics. Cela revient à nier la mobilisation des agents de l'État, de ses opérateurs et des collectivités. La vérité est donc simple et exigeante à la fois. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et nous devons désormais aller plus vite avec méthode et pragmatisme. L'avantage, c'est que ça, vous pouvez le faire à toutes les sauces et l'écrire tous les jours sur tous les sujets. Bien sûr. Donc c'est... Voilà. Personne ne dit que rien n'a été fait. Non, les EHPAD, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu... Et grâce aux maires, d'ailleurs, très souvent, les élus, effectivement. Il y a eu un édito qui, j'ai recité Paul Sugy ce matin, remarquable, qui montrait que, en fait, nous savons répondre à l'urgence, aux urgences, d'une manière extrêmement rapide, technique, c'est incontestable, mais que les solutions, ensuite, après, il n'y a plus de solutions. Il n'y a plus de solutions qui sont apportées. Moi, j'ai regardé par curiosité. Joseph Massascaron. Je me souviens du Conseil de défense écologique. Peut-être que vous vous en souvenez pas. C'était le grand moment de l'écologie et de la prise de conscience du climat dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà, c'était le moment qui était un moment phare avec 148 propositions. Elles devaient toutes être prises. Il y en a 13 sur les 148. C'est pas grave. Mais ce Conseil de défense écologique, qui existe toujours, qui ne se réunit plus, qui existe toujours, a ensuite été remplacé par le secrétariat général de la planification écologique. Et puis maintenant, ça a été lui-même absorbé par une autre structure, qui est le Conseil de planification écologique. Et d'ailleurs, vous allez rire, qui traite du climat, et justement des problèmes climatiques, et qui s'est réuni le mois dernier. Quelle conclusion? Mais de toute façon... Voilà. Bon. Non, mais vous avez ça, vous avez l'ADEME. Oui. Vous voulez gagner 3 milliards d'un coup? L'ADEME, agence de la transition écologique, un truc qui sert à rien. C'est l'histoire des slips, non? Oui, c'est les jeans. Combien de fois il faut laver son... C'est enterre ton slip. C'est enterre ton slip. 3 milliards. 500 personnes. Ouais. Je vous assure, mais c'est tellement invraisemblable. Mais c'est tellement invraisemblable. Pourquoi on est dans... À quoi ça sert? Pourquoi il y a 500 personnes que vous payez pour l'ADEME pour enterrer ton slip? Oui, c'est une caricature, mais c'est presque ça. Mais c'est pas une caricature, ça ne sert à rien. Non, si, ils avaient dit combien de jours on a le droit de porter son jean avant de le laver. Ça ne sert à rien. C'est une agence. Les agences, de toute façon, les agences administratives, vous savez ce qu'on en pense, ça ne sert à rien. C'est 3 milliards. On n'a pas d'argent. Moi, j'ai 4 milliards, service public, ça coûte 4 milliards, service public de l'audiovisuel. Je récupère 4 milliards. Je vais vous en trouver de l'argent. Conseil économique et social. Etc. Mais pourquoi on Rachel Kahn. Et le Haut Conseil de planification. Enfin, aussi. Le commissariat. Le plan. Le plan. Qui est le président du plan, d'ailleurs? Monsieur Clément Beaune. Mais Clément Beaune, mais j'ai rien contre Clément Beaune, j'ai rien contre personne, mais tu enlèves Clément Beaune, tu le payes plus demain, et il ne se passe rien pour l'État, évidemment. Il faut tenter d'expliquer pourquoi on est chafouin ce matin. C'est simplement parce que la chaleur, elle révèle, toutes les crises révèlent les problématiques d'une civilisation. C'est ça, en fait. Non, mais même quand il fait frais, on est chafouin. Non, mais justement, mais là particulièrement, parce qu'effectivement, sur le service public, on voit bien, effectivement, c'est grâce aux femmes et aux hommes qui sont dans les hôpitaux, dans les commissariats, etc., que notre société tient. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu d'anticipation, mais créatrice, qui construit quelque chose. Les Romains, à l'époque, c'était des aqueducs. On voit dans certains pays comment ils anticipent les questions d'environnement, la gestion de l'eau, etc. Et nous, on a un sentiment aujourd'hui qui est... particulièrement lourd, parce que comme vous le dites si bien, le capot, on ouvre le capot quand il fait chaud. Le Figaro, je le répète, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, les 50 décisions qui ont coulé la France, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est l'Institut Thomas More, mais tout ce que nous disons là. Alors, ça va de la régularisation des sans-papiers, 81, la fermeture de Fessenheim, 2020, l'instauration du collage unique, la loi Habitt 75, les lois de fer 82 et 83, la retraite à 60 ans, 82, le nouveau code pénal, 95, 14, la fin de l'universalité des allocations familiales en 2015. Je vous assure, c'est extraordinaire. Ça fait quand même écho à la série documentaire d'Éric Zemmour. Mais je vous la plupart des décisions que vous venez de citer, elles figurent dans ce... Mais ce qui est drôle,
c'est que Zemmour a écrit ça il y a 10 ans, et tout le monde, aujourd'hui, s'aligne quasiment sur son constat, et les solutions, c'est autre chose. Sur le constat. Les solutions, bon. Mais avant, on niait le constat. Par exemple, sur l'éducation nationale, on disait, mais non, le niveau baisse pas. Alors maintenant, ça va être de pire en pire, je vous assure. Parce que c'est tellement une catastrophe qu'ils ne peuvent pas dire ça. Donc ils diront, ça marche bien. Ou ils diront, il n'y a pas assez d'Europe. Il en faut plus. Puisqu'ils ne peuvent pas dire, on est nuls. Donc ils ne peuvent pas dire ça. On accuse l'éducation privée. Donc ils vont dire, les meilleurs élèves. Donc ils vont dire, ça marche bien, ça marche vachement bien, vous ne comprenez pas, c'est le président de la République. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Édouard Philippe, il dit, mais il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Bah ok. Ok, il n'y a pas de raison. Comme il dit, il n'y a pas de raison. Maintenant, il faut écrire les 50 décisions qui vont relever la France. Maintenant. Est-ce que c'est quelque chose... Bonne remarque. Voilà. Les 50... Ça, vous avez parfaitement raison. Est-ce que c'est l'unique responsabilité de ceux qui nous ont dirigés? Non, c'est les Français. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser. Bien sûr, question. Vous avez raison. Pas un peuple qui se laisse un petit peu aller. Mais vous avez raison. Vous dire aux Français, vous allez bosser plus. Regardez ce qu'ont fait les Grecs. Vous avez raison. C'est quasiment leurs finances. Et nous, on est avec 3500 milliards de dettes. Sur le regroupement familial, c'est un décret. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Vous avez parfaitement raison. Je pense que... Vous n'avez pas leur mot à dire, les Français. Réfléchir. Mais toutes les solutions qui ont été, tout ce qu'on a fait, écoutez, c'est simple, tout ce qu'on a fait, en gros, depuis 1981, on s'est planté. Voilà, c'est extraordinaire de le dire comme ça, d'ailleurs. Toutes les décisions qui ont été prises, à quelques exceptions près. Oui, sûrement, on va trouver des choses qui seront positives, vous avez raison. Oui, bien sûr. Sûrement. La chose la plus positive, c'est le rapport. Non, la chose la plus positive, c'est la place de la femme, qui est traitée aujourd'hui différemment d'il y a 50 ans. Oui, Des femmes. Des femmes. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est positive. Et puis après, il y a eu des progrès naturels. La médecine, vaut mieux aujourd'hui, effectivement, être malade que sans doute que on est mieux soigné sur certains cancers agressifs qu'on ne l'était en 1960. Parce qu'on a les meilleurs professeurs au monde, mais on a le pire système de santé. Quoi. Les incivilités. Mais ce qui se passe, c'est effrayant en France. C'est effrayant. Je ne vais pas vous dire autre chose. On va voir le sujet de Kylian Salé. Alors, comme vous avez raison, Rachel, ça illustre la chaleur. Les gens, ils se conduisent n'importe comment. Les pauvres gens qui habitent sur le canal Saint-Martin. Ça, je peux vous dire, c'était mon ancien quartier. J'y suis allé j'y suis allé à 2 jours. Waouh. Mais ils en peuvent plus, les gens. C'est vraiment. T'as jamais vu ça. C'est jamais vu. Miracles, hein. Tu n'as jamais vu ça en France. Qu'ils adaptent leur vote. Non, mais il faut peut-être qu'ils adaptent leur vote aussi, parce qu'ils ont on parlait de la responsabilité des Français. Là, dans ce quartier-là, ça vote quand même très bien. Dans le 10e, oui. Écoutez le sujet de Kylian Salé. Sans qu'il n'ait rien demandé à personne, cet adolescent est arrosé par une bande de jeunes. Il est ensuite bousculé, encerclé et de nouveau arrosé. Ces scènes d'incivilité sont fréquentes au canal Saint-Martin depuis le début de la canicule. Des mineurs sans leurs parents qui se permettent tout, comme ici ce jeune qui n'hésite pas à se jeter dans la Seine avec un Vélib. Les commerces ne sont pas épargnés, c'est le cas de cette pizzeria du 10e arrondissement. Plusieurs adolescents dégradent le mobilier sur fond de bagarre avant de fuir. Mais l'incivilité la plus fréquente est l'arrosage avec des pistolets ou des bouteilles d'eau. Cet automobiliste est pris au piège, il tente de les faire fuir avec sa béquille. Il est trop tard, ce jeune saute sur son véhicule. Celui-ci tente de lui bloquer le passage avec un vélo. Personne n'est épargné, les automobilistes, les piétons ou les cyclistes. Cette femme frôle même de peu l'accident. Jeter de l'eau sur quelqu'un peut être traité comme une violence sans ITT et passible, suivant les circonstances, d'une amende. Bien sûr. Ça aussi, c'est à faire dans la rue comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre? Rien. Comment on va vivre? Pour établir l'autorité dans ce pays. Et est-ce que dans les années, je parle sous votre contrôle, qui avait peut-être connu ces années-là, est-ce qu'il n'y avait pas un adulte à un moment qui allait s'interposer, qui allait dire stop maintenant, enfin voilà, peut-être un peu de manière véhémente, mais l'adulte qui disait bon maintenant ça suffit. Mais l'adulte qui vient s'interposer, il prend un coup de couteau. Je sais pas, ils ont l'air d'avoir, non mais vous avez peut-être raison, mais ils ont l'air d'avoir 10-12 ans. Ouais. J'ose croire que dans d'autres moments, on aurait dit un adulte, bon stop maintenant. Mais à Saint-Brieuc, c'est un gosse de 10 qui en avait 14 qui a violé une jeune femme de 22 ans. Vous êtes là avec... vous allez prendre le risque, vous? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Louis? Les 4 jeunes ou 5 jeunes qui ont massacré Louis. Écoutez Emmanuel Macron sur la canicule. Nous vivons, il faut avoir l'humilité de le regarder, une période totalement inédite. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe
et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire, c'est-à-dire un pic caniculaire qui dure aussi longtemps et qui est à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Mais nous continuons à être mobilisés et le gouvernement annoncera demain de nouvelles mesures. Je ne veux pas ici rentrer dans plus de détails. J'ai eu, juste avant de décoller tout à l'heure, le Premier ministre qui prépare la CIC de demain où il annoncera des mesures nouvelles. Donc il y a un gros travail qui a été fait. Et je pense que l'honnêteté conduit à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations, et qui ont changé beaucoup de choses. Qui ont d'ailleurs été accompagnés par l'engagement de beaucoup de nos fonctionnaires, dont je veux saluer le rôle, et d'élus qui ont vraiment fait un très gros travail. J'étais juste avant de vous rejoindre à Vélizy-Villacoublay, où j'ai vu le travail remarquable des équipes municipales très engagées. Néanmoins, nous n'avons pas fini ce travail. Il faut avoir cette humilité. Et pour ma part, je regrette plutôt les choix qui ont été faits, mais je crois aussi dans la démocratie. Il se trouve que quand j'avais une majorité absolue, ces fonds ont été votés. Il y a eu ensuite des choix qui ont été faits et qui sont le fruit de compromis ou de certaines formations politiques. Allez les voir pour leur demander pourquoi ils ont coupé ces fonds. Maintenant, on doit continuer le travail d'adaptation. Et qui c'est qui a fait la dissolution? C'est insupportable. Qui est-ce qui a fait ça? Ça fait 2 fois qu'il utilise le même argument. Il l'avait fait également dans l'interview à France Télévisions en disant c'est la démocratie. C'est lui qui a dissous de manière de manière totalement délirante. Et il est là dans les demandes, c'est la démocratie, c'est pas moi. Vous n'aviez qu'à me renvoyer une majorité. Et puis maintenant, la dette, il va falloir que mon successeur s'en occupe sérieusement. Il a creusé plus de... C'est fascinant en fait. C'est fascinant. 1000 milliards de dettes en plus. C'est des cerveaux. Surtout avec le mot humilité. Hein. Oui, c'est ça. Prononcé en permanence. J'adore ça. C'est des cerveaux. C'est tellement oxymorique. Non mais là, c'est insupportable. C'est des cerveaux qui sont incapables de se remettre en cause. C'est sidérant. Parce que tout son discours, c'est le sous-texte « Ce n'est pas moi le responsable. Je n'y suis pour rien. » Et c'est vrai en tout. Attention, vous critiquez le gouvernement, là. Ah oui, je critique le gouvernement. L'ARCOM m'écoute. L'ARCOM, attention. Je vais dire une petite chose positive, si vous pouvez. Ah non, mais il y a sûrement des choses... Non, mais personne l'a obligé à dissoudre. Enfin, bon, non, remettez pas une couche. Non, mais attendez-moi, ça va. Il aura ruiné la France. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Arrêtez, je ne veux pas entendre. Il y a quand même eu le rapport de la Cour des comptes hier. Non. Mais quand il avait la majorité absolue, il a fermé Fessenheim. Ça, c'était... là, quand il était en pleine possession des capacités démocratiques, il a fait des décisions. Fessenheim, et 5 ans plus tard, on commande 6 nouvelles centrales. Bon, je trouve que c'est très intéressant. Je suis assez fascinée aussi parce qu'on était à Versailles la semaine dernière, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, en tout cas, à Versailles avec Donald Trump, etc. Versailles, c'est le roi soleil. Oui. Emmanuel Macron, il ne peut rien par rapport au soleil. C'est beau. Voilà. C'est beau. Merci Rachel de donner cette... Ah bah tiens, je vous dirai tout à l'heure George Sand, parce que j'ai lu un petit texte de George Sand sur... bien sûr, remarquable. Bien sûr, donc je vous lirai ça, George Sand qui parle de ses voyages et par 45